Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Et nous sommes toujours jeudi 22 décembre 2022 et je continue mes digressions à partir de cet ouvrage, Hegel, l'histoire, un processus menant à la liberté. Voilà. Alors, c'est un livre un peu de simplification de la théorie de Hegel. Alors, vous savez que c'est en lien avec la théorie que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net et selon lequel l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Nous évoluons vers notre perfection. Le progrès technique, social, écologique maintenant, spirituel, etc. L'ensemble des progrès, la maîtrise progressive du comportement, de l'environnement, du questionnement, conduit l'humanité vers son ultime perfection. À un certain moment, peut-être dans quelques siècles, il faudra encore du temps pour arriver à cet état-là, mais nous sommes sur cette voie-là. Je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle pour distinguer justement le progrès. C'était ce que demandait d'ailleurs Hegel à ses élèves d'essayer de comprendre, d'essayer de détecter dans l'histoire les progrès et leur orientation, en somme. Voilà. Et donc la mécanique universelle est un peu dans une sorte de déclinaison naïve, simpliste et mal exprimée de ce type de pensée. Mais il y a des choses qui me semblent pas tout à fait entrevues à l'époque par Hegel parce que c'était il y a 200 ans pratiquement, un peu moins, mais on bénéficie, moi je bénéficie par exemple dans ma réflexion de toute une évolution, de toute une nouvelle façon de penser, un nouvel état d'esprit, une nouvelle conscience. L'idée de village planétaire, ça n'existait pas à l'époque de Hegel. Le fait de pouvoir être relié sur la toile avec Internet, l'ensemble du monde, c'était même pas imaginable pour Hegel. Voilà. Et donc, tous ces bénéfices font que la théorie de la mécanique universelle confirme les visions de Hegel, à mon sens, et les explique de façon naïve, voilà, non universitaire, et avec les défauts que ça a, mais aussi les qualités de cette vision non universitaire. Donc je commence à lire et je digresse. Je suis arrivé là. La bonté de l'idée et les dangers de l'idéal. Il semble difficile d'imaginer un système de force mu par les passions particulières, chacune ne se souciant que de ses propres intérêts qui ne déboucherait pas sur un chaos plutôt que sur un processus intelligible doté d'une logique interne pouvant être reconstituée. Mais c'est pourtant ce qu'affirme Hegel. Alors oui, évidemment, on voit bien. En somme, c'est l'idée que le mal construit le bien. Voilà, ce qu'on pourrait appeler le mal construit le bien. Le système, la lutte entre les réactionnaires et les progressistes conduisent l'humanité vers sa perfection. La lutte entre le communisme et le capitalisme conduisent l'humanité à son ultime perfection, etc., etc. Et en somme, et la sensation qu'on travaille pour soi-même, on peut penser qu'on est égoïste, que notre activité, elle est tournée vers nous.
Voilà, que celui qui il gagne de l'argent pour sa famille, pour lui-même, pour ses plaisirs, ou pour sa famille, ou voilà, pour construire sa petite maison, pour faire, etc., faire ses, pour progresser dans la société, où il travaille pour une entreprise qui développe son pays, etc. Toutes ces activités, ou alors il travaille pour sa communauté religieuse particulière, etc. Toute cette activité que l'on croit destinée à un groupe, un système particulier, en réalité finissent pour l'évolution de l'humanité dans son ensemble. C'est l'humanité dans son ensemble qui évolue. On a le sentiment, on n'a pas ce sentiment-là, mais en réalité, toute notre activité, toute l'activité d'un homme, entre le moment où il arrive sur cette terre, et même s'il n'y arrive pas, même s'il est juste, voilà, même pour un fœtus qui ne va pas à terme, par exemple, eh bien, il travaille pour l'humanité, comme le centenaire qui a donné 100 ans de son existence à l'humanité. Parce qu'en fait, il a donné l'entièreté de son existence. Et en fait, ça fait que tout le monde est égal vis-à-vis de ça, puisqu'on donne notre vie entière. Et on la donne selon notre parcours, nos pulsions, notre charge de testostérone, notre éducation, nos maltraitances, la façon dont on a été aimé dans notre enfance. Alors donc certains vont donner à travers ce qu'on appelle le mal, la transgression, le malfaiteur, etc. Voilà, mais il construit l'humanité au même titre que le juge qui le juge, ou que le législateur qui va faire les lois et qui va enrichir le code pénal. Voilà. Et ça, je vous renvoie sur la mécanique universelle pour vous montrer à quel point on est tous égaux là-dedans. Alors, l'égocentrisme ne veut pas entendre parler de ça, évidemment, c'est pas quelque chose. Il a besoin de se sentir supérieur à autrui. Le dominant, il a envie de se sentir supérieur au dominé. Et en fait, Hegel l'a bien montré d'ailleurs, le dominé. Voilà, bon, je vous renvoie à la lecture et à la compréhension du maître et de l'esclave. Voilà, donc je continue à difficile. Je continue à lire. Donc, évidemment, s'il n'y avait pas de destinée, alors évidemment, ça serait le total chaos. C'est-à-dire que chaque individualité, chaque égoïsme travaillerait pour lui-même. En somme, ça pourrait ressembler à l'humanité, elle pourrait ressembler à un chaos absolu. Chacun, s'il n'y avait pas de sens. Mais en fait, tout être humain travaille inconsciemment pour ce sens de l'humanité, pour cette perfection. Et c'est ça qui fait que on n'est pas dans un chaos généralisé, dans un égoïsme généralisé, dans un système neutraliste où personne est en interaction, etc. Non, au contraire. Et pourtant, l'humanité doit passer par des étapes terribles. La guerre, qu'a connu le XXe siècle, par exemple, c'est hallucinant. Entre 14-18 et 39-45, c'est une horreur pour l'humanité. Et pourtant, elle sort de là vainqueur, encore plus forte universellement, donc avec des lois qui vont protéger l'humanité, encore plus dense, avec une vision universelle plus intense, etc. Donc le mal comme le bien construisent le bien. Voilà, c'est ça le truc. Donc il y a une orientation. Alors je continue. Pour expliquer cette dynamique, Hegel oppose l'idée et l'idéal. D'après lui, l'idéal et les idéaux sont dépourvus de réalité, voire inutiles. Alors c'est là où il y a quelque chose qui est
là, je ne suis pas d'accord avec lui, parce qu'il voulait à tout prix montrer que il vénérait un peu les Alexandre le Grand, Jules César, etc., qui pouvaient être impitoyables et qui, pour assouvir leurs désirs, faisaient évoluer l'humanité à grands pas. Voilà. Et, et là, il y a la vénération du sensible devant le grand homme, ce qu'il appelle le grand homme. Mais en réalité, euh, c'est ce qui est sous-jacent derrière. C'est pas l'action de Jules César ou de Napoléon. C'est ce qu'il s'est passé justement de moralisation, de développement de la conscience derrière qui est important. C'est pas l'acte d'avoir mis l'Europe à feu et à sang ou d'avoir conquis tout un tas de territoires. C'est qu'est-ce qui évolue derrière ça? C'est l'unification, c'est l'universalisation. Et c'est ça qui est important. Donc, je continue. Ils ne sont qu'une simple... Alors, il oppose idée et idéal. Et donc, l'idéal, pour revenir, l'idéal, c'est pas que c'est un idéal. Moi, quand je dis l'humanité va vers son ultime perfection, c'est juste un mécanisme que je détecte dans l'évolution de l'humanité. Nous ne pouvons pas ne pas aller à notre ultime perfection. Mais ce n'est pas un idéal qui est recherché, c'est le monde est construit comme ça. Voilà, l'évolution de l'humanité a comme destination celle-ci, pour moi. Voilà. Et donc, on pourrait le voir comme un idéal. Évidemment, il ne faut pas le prendre comme un idéal, parce que ça accélère on ne peut pas accélérer le processus de l'évolution de l'humanité. Le communisme nous l'a montré, en voulant imposer l'égalité à tout prix, les hommes n'étaient pas encore, la conscience humaine n'était pas encore apte à pouvoir accepter cette égalité. Et donc, ça a été un échec, entre autres. Il n'y a pas que ça. Mais ça a contribué à l'échec, parce que les gens voulaient avoir la liberté d'entreprendre comme ils voulaient, etc., etc. Donc, on ne peut pas, au nom d'un idéal, accélérer l'évolution de l'humanité. On peut prendre conscience que l'humanité va vers cette destinée, et donc pouvoir comprendre que c'est absurde d'y aller à travers la guerre, la destruction et la reconstruction. Autant maintenant qu'on est capable de faire des villes totalement écologiques, on a ces moyens-là, et autant commencer à réfléchir à faire de ce monde un paradis. Voilà, on peut travailler comme ça. Donc je continue. Pour expliquer cette dynamique, il oppose l'idée et l'idéal. D'après lui, l'idéal et les idéaux sont dépourvus de réalité, voire inutiles. Ils ne sont qu'une simple élucubration, à l'image de la philosophie de Kant et de Fichte, qui débouche sur un moralisme dépourvu de contenu concret, justifié uniquement par son indépendance vis-à-vis de l'utilité ou de l'intérêt. Et là, c'est là où il n'a pas compris, parce qu'il est en opposition. En réalité, le point de vue de Hegel est important et le point de vue de Kant est important. Ils sont une partie de l'explication. Chacun a une pièce du puzzle. Évidemment, Kant, c'est d'amener l'idée de la morale, de ce moralisme. Ça a été très important pour développer tout un tas d'idées dans l'humanité. Et aujourd'hui, c'est l'éthique qui prend en jeu cela, mais c'est pareil, on doit, voilà, le travail de Hans Jonas ou des philosophes qui vont remettre au goût du jour l'idée de morale c'est très important pour l'humanité. Il les faut, et il faut en même temps que des Sartre disent, pas qu'ils disent ça, mais il faut des Hegel qui disent l'humanité, c'est la violence,
le pire, etc. L'immoralisme, c'est aussi un des moteurs de l'humanité. Voilà. Maintenant, on est en droit de pouvoir dire que, puisqu'on a compris ça, on peut peut-être orienter l'humanité plus facilement vers plutôt la morale que l'immoralisme, voilà, comme moteur. Donc, l'idéal peut finir par provoquer l'isolement des âmes pures, voire le terrorisme fanatique de ceux qui voudraient implanter cette pureté sur Terre, comme ce fut le cas lors de la terreur jacobine. Voilà, et c'est là où on ne peut pas, et c'est là où ma philosophie, il faut aussi que je le précise encore plus densément, je l'ai fait, mais on ne peut pas accélérer l'humanité sans la faire souffrir. Voilà, l'humanité a son rythme propre. On n'a pas à essayer de rendre les êtres humains purs. Et par exemple, le christianisme, ça a été une de ses erreurs, de pouvoir dire qu'il fallait que mettre une sorte de morale intense aux relations humaines, aux relations d'amour, à la sexualité, etc. Toutes cette façon de brimer le monde, c'est pas supportable pour l'humanité. D'ailleurs, les chrétiens, ils se privent pas de vivre normalement comme tout le monde, et donc de transgresser les règles établies par la religion, par le christianisme. Mais en même temps, le christianisme a sa raison d'être, etc. Il doit être présent, il doit être contesté sur certains plans, etc. Mais s'il est là, c'est qu'il a sa vocation dans les choses. Donc en fait, il faut de tous pour faire ce monde, c'est absolument sûr. La philosophie de Hegel, au contraire, oppose l'idée, l'esprit qui englobe la réalité, à l'idéal, manifestation de la partialité. L'idée s'ouvre un chemin dans l'histoire qui avance dans la mesure où elle s'incarne de manière toujours plus adéquate. Simplement, cette idée, si elle est orientée dans un sens, ça veut dire qu'elle poursuit sans le savoir un idéal. Maintenant, on peut éclairer cet idéal, c'est tout. Cet idéal, ce n'est pas l'idéal de l'humanité, c'est l'idéal du divin à travers l'humanité. C'est tout. Mais évidemment que l'homme, c'est la somme de toute... Chaque homme, nous disaient les Grecs, les philosophes grecs, chaque homme désire atteindre le bonheur, désire le bonheur, le souverain bien, le bonheur suprême, etc. Donc si chaque être humain vise inconsciemment cela, l'ensemble de l'humanité vise inconsciemment le bonheur suprême. C'est tout. L'histoire, elle est aussi simple que ça. Et donc, la philosophie de la mécanique universelle dit, puisque c'est comme ça, la finalité, on va vers le bonheur suprême. Le bonheur suprême, qu'est-ce que c'est ? C'est la fraternité, la paix universelle et l'extase, voilà, selon moi. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo et il y a encore de l'espace là. Tiens, je vais vous le... Tac, si vous voulez le photographier. Hop. Hop. Voilà. Donc, merci de votre lecture. À très bientôt.